Bienvenue dans Bottes et Baskets, ma vie d'agri. Dans ce podcast, on vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui accomplissent leur métier d'agriculteur avec passion, sans oublier bien sûr de trouver l'équilibre vie pro-vie perso. Partage d'expériences et témoignages de vie pour se sentir bien dans ses bottes. Et bonjour, salut Baptiste, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, merci de m'accueillir. Sous une belle météo. Un grand ciel bleu, un grand soleil, il fait un peu froid encore, mais... Oh, bah c'est une météo parfaite ça pour cette période-là. Ouais. Bon, on est où là? Donc là on est à Rosper, sur la commune de Clénin-Poher, en plein centre Finistère. Ça fait 105 ans qu'on est sur cette ferme, et c'est en lait depuis presque le départ, et du coup aujourd'hui il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'autres animaux que des vaches, donc il n'y a que des vaches laitières. Baptiste, tu connais la tradition du podcast? Ouais, plus ou moins, ouais. Bah, et on fait quoi maintenant? Bah j'ai prévu un petit café. Ah ben voilà, super. Très bien, allez, je te suis. Ok, bah et si ça te va, on peut faire ça dehors parce qu'il fait beau. Ah bah oui. Il faut déjà aller à la cafetière quand même. Ouais. Alors je suis pas un grand amateur de café, j'en ai jamais goûté de ma vie encore. Mais je vais vous faire ça comme je le sens. Ah ouais, bon. On est éleveur de lait, pas de café, donc un chocolat chaud je peux te faire si tu veux, avec du lait de la ferme, mais je suis moins doué pour le café. Je vous laisse vous servir en ricoré parce que j'ai aucune idée de combien on met. Baptiste, comment as-tu appris ce métier d'éleveur laitier? Donc ça fait depuis 1921 qu'on est sur cette ferme là. Donc j'ai toujours baigné dans les vaches depuis tout petit. Moi je viens à la ferme, je me rappelle même à l'âge où mes parents ont toujours habité à 12 km de la ferme. Donc on a vraiment personne sur le site depuis mes arrière-grands-parents. Et je finissais l'école et quand j'avais l'âge et le droit de venir en vélo après l'école, ouais, je venais, je me rappelle dès la 6e, 5e, je faisais 12 km à fond à 4h30 pour venir voir mon père, quoi. Et je me suis installé, donc j'avais 21 ans. Ouais, donc tu as toujours su depuis toujours où tu mettais les pieds. Ouais, j'ai toujours su, et contrairement à beaucoup de mes collègues qui avaient des parents agriculteurs, je pense que je faisais partie d'un des seuls qui n'avait pas trop honte de dire que ses parents étaient agriculteurs. Je me rappelle, mes cahiers d'école étaient déjà scotchés de vaches. Alors pas de tracteur déjà à l'époque, j'étais vraiment pas matos moi. Mais de toutes les races de vaches que je pouvais, non, j'adorais parler de ça, ouais. Alors Baptiste, dis-moi, là, alors c'est un peu boueux, évidemment, il y a quand même eu de la pluie, même s'il fait beau. On fait attention, on met les pieds. On va où là? Donc là, on va aller faire un tour, voir les vaches laitières. Comme ça, je vais t'expliquer un peu où on se trouve et comment on a pu monter le système herbagé qu'on a aujourd'hui. Alors en deux mots, elles sont combien les vaches et elles ont combien d'hectares? Donc du coup là, on a évolué un peu depuis que je me suis installé, donc il y a 10 ans. On a repris un petit peu de surface, donc aujourd'hui on a 120 hectares et on élève autour de 150 vaches laitières et la suite, donc il y a des génisses de 1 an et des génisses de 2 ans. Donc on en garde à peu près 10-15% par an, donc ce qui est vraiment pas beaucoup. Et on élève aussi nos taureaux, parce qu'on fait beaucoup de saillie naturelle ici. Là, le but de notre ferme, du coup, c'est que toutes les vaches mettent bas février-mars, en essayant de ne pas déborder trop sur avril. Donc en fait, on a basé tout notre système sur un vélage groupé de printemps et pas de production l'hiver. Donc les taureaux font que ça accélère, enfin ils sont meilleurs que la technologie. Ouais, donc en fait, on en revient à la nature finalement. Ouais, tout le système est basé autour de la nature, autour des pâturages. On essaie d'être le plus cohérent possible et parfois on le subit, même la cohérence, parce que la nature prend le dessus. Mais ouais, globalement, on essaie de travailler de cette façon-là, ouais, le plus simplement possible, quoi. Alors là, on marche un peu, on est sur la route qui longe les salles de traite et on arrive, on voit les vaches là. Elles sont dans le champ en face, c'est elles là? Ouais, alors les marrons et les blanches là? Ouais, alors il y a toutes les couleurs, tu vas voir. Et petit à petit, moi j'ai croisé les animaux pour obtenir une race qu'on appelle la kiwi. Donc c'est un mélange de jersiaise et de frisonne. Donc la frisonne... ça vient de Nouvelle-Zélande, ça, ouais. Kiwi? Ouais, la kiwi vient de Nouvelle-Zélande. Après, on l'adapte avec la génétique qu'on arrive à trouver. Bon, maintenant, on arrive à avoir des doses de sperme qui viennent directement de Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est assez chouette. Donc tu vas voir, il y a plein de couleurs différentes. Et donc les jeunes ressemblent plus à des kiwis et les anciennes, on a toujours du sang pie-rouge. Ouais. Bon, on avait vraiment un bon troupeau de pie-rouge. Mais si avec moi, le jour où j'ai compris que le système herbagé me plaisait beaucoup, j'aurais bien vendu 100% du troupeau et racheté un troupeau de kiwis. Alors avec mon père, on n'était pas tout à fait d'accord, donc on a fait ça par absorption. Donc d'une année sur l'autre, on gardait des kiwis et on gardait pas de pie rouge. Donc là, les anciennes pie rouges qui se sont adaptées au système sont toujours là. Donc ça fait un troupeau vachement hétérogène pour le moment, mais
on a quand même 90% de kiwis aujourd'hui, donc c'est quand même déjà chouette, ouais. Là, elles ont plein à manger, hein. L'herbe est belle, toute verte, bien fournie. Elles sont toutes d'ailleurs en train de... C'est l'heure du repas, là, j'ai l'impression. Ouais, alors on est en une traite par jour. Là, c'est le premier repas du matin, donc à cette heure-ci, c'est sûr que sorties de traite, elles viennent de donner du lait, donc elles ont vraiment faim. Après, elles vont se poser au fur et à mesure de la journée, et le soir, bon, normalement, elles sont tranquilles, mais c'est sûr que si on vient le soir les embêter, elles vont être un peu plus... Enfin, elles vont vouloir changer de champ, quoi. Donc bon, là, c'est le meilleur moment pour venir les voir, ouais. Ah, elles sont silencieuses. Ouais, elles sont silencieuses, ouais. Comment elle fonctionne, cette ferme ? Donc moi, je me suis installé en 2013 avec mon père. Donc lui était installé avec ses parents à l'époque. Aujourd'hui, elle fonctionne comme depuis le départ de mon installation, donc à deux, mon père, moi, et on a toujours eu un salarié. Et donc elle a fonctionné de 2013 à 2017 d'une manière conventionnelle, avec des céréales, du maïs, un peu de légumes, travaillé un peu comme tout le monde, et un peu trop comme tout le monde d'ailleurs. Et pour moi, pas assez résilient. Et moi j'étais jeune, mais sorti de BTS, j'ai eu la chance de passer mon BTS du coup chez un des seuls éleveurs du coin ici qui était déjà dans un système herbagé, qui m'a orienté clairement vers ce système-là de par sa qualité de vie et le côté environnemental, économique et humain de sa ferme, quoi. C'était vraiment génial. C'est quoi la différence entre conventionnel et système herbagé finalement ? La grosse différence, c'est que l'ensemble de la surface est en grande majorité implantée en herbe. Donc ici, c'est 100%. Donc les vaches ne mangent que de l'herbe et plus de nourriture additionnelle. Ouais, donc chez nous, elles mangeaient du maïs et autre chose. Maintenant, elles ne mangent plus que de l'herbe. Alors l'herbe peut être très coûteuse si on la ramène dans un bâtiment, mais le but de l'herbe, c'est vraiment d'aller la faire pâturer, quoi. Donc nous, on la pâture 12 mois de l'année et 10 mois sur 12 de manière quasiment en plat unique. Donc ça veut dire qu'elles n'ont accès que à ça. Et pour la traite, ça se passe comment ? On est en monotraite depuis 7 ans sur la fin de saison. Donc nos animaux, au printemps, au début, on leur faisait faire 2 traites par jour pour une histoire de volume. Parce que quand on passe de 2 traites à une traite, on perd environ 30% de lait, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Les 2 dernières années, on a fait monotraite toute l'année, et là, quand on a goûté à ça, c'est impressionnant. Enfin, tu traites les vaches le matin, et l'après-midi, si tu gères bien, tu n'as pas besoin de venir à la ferme, quoi. Donc c'est un mi-temps d'agriculteur, donc c'est vraiment chouette. C'est génial comme méthode. Alors la monotraite, tu la mets à l'heure que tu veux, mais bon, j'en connaissais un qui faisait l'après-midi par rapport aux enfants, parce qu'il avait des astreintes du matin, du coup lui il trayait les vaches l'après-midi. Mais globalement, les gens font la monotraite le matin, souvent tôt, parce que tu peux finir ta journée du coup à 10h, et quand tu as 2-3 heures d'astreinte, tu fais de 8h à 11h en gros, et tu reviens que le lendemain, quoi. Donc la différence, elle est là. Avec donc des vélages groupés, et donc pareil, qu'une saison de vélage. Ouais, les vélages groupés, donc c'est la cohérence par rapport à ce qu'on leur donne à manger, et c'est le fait de saisonnaliser. Donc un peu comme les systèmes hors sol où ils savent quand il y a les cochons qui mettent bas, quand il y a sevré et compagnie. Nous c'est pareil, on sait maintenant exactement quand nos vaches vèlent. Après on sait qu'on a la période de reproduction des vaches, mai-juin. On sait que dans la foulée c'est les foins. Et après on est tranquille jusqu'en décembre où on n'a que des animaux à nourrir à l'herbe et traire une fois par jour. Et l'hiver, les animaux sont au repos et on ne traite pas. Et on est au courant de ça à l'avance, quoi. Moi, beaucoup de personnes me disent « Ah, mais tes vaches sont toujours dehors. Toi, t'aimerais être dehors, avoir froid et tout ?» Je leur dis déjà, elles n'ont pas le même centimètre de peau que nous et de gras. Et moi, au final, et mes collègues qui travaillent dans le même système, on s'adapte aussi. Je suis souvent en short, souvent en t-shirt. Bon là, on est quand même en fin d'année. Et je continue d'aller me baigner dans la rivière quasiment tous les 3 jours. Donc on s'adapte aussi à ce système-là et on devient beaucoup moins frileux. Et on s'adapte aux saisons, exactement comme on demande à nos animaux de faire. Donc c'est ce qui rend le tout vraiment très chouette, je trouve. Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer au quotidien, malgré tous ces points positifs ? Il y a les freins éthiques. On n'en a pas parlé, mais je suis installé avec mon père. Moi, j'ai 32 ans. Lui, il en a 60 pendant quelques jours encore. Il y a le conflit de génération aussi. Il faut être prêt dans la tête, avoir ses animaux dehors quand il pleut, à les voir manger de l'herbe et bien souvent produire beaucoup moins qu'elle pourrait faire avec une autre ration. Quand on est habitué à regarder nos chiffres en parlant chiffre d'affaires et non marge, c'est compliqué parce qu'avant on vendait 800 000 litres de lait. Aujourd'hui on a 40% d'animaux en plus et on n'en vend plus que 500 000. Donc si on regarde vite on pourrait dire « Ah mais c'est nul quoi ». Mais non, c'est juste que c'est complètement différent, elles ne sont pas alimentées de la même manière. Donc de ce côté-là, le côté psychologique, si on ne l'a pas, c'est compliqué. Mais une fois qu'on l'a, on est prêt à tout. Enfin, c'est vachement fluide après, je trouve, quoi. C'est cohérent. Ça rejoint ma prochaine question. On va parler organisation du temps de travail en lien avec cette méthode. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant qu'éleveur et aux salariés de l'entreprise ? En termes d'organisation, du coup,
Bon, déjà, on se dit que février-mars, les deux associés, on essaye d'être dans le coin. Alors franchement, c'est nos 2 gros mois de l'année, mais on pourrait quand même se permettre de prendre des week-ends et des vacances là. On le fait. Alors pas des vacances, on part pas en Guadeloupe en mois de février, mais si on a des trucs, on peut aller les faire. Surtout moi, je reste là février, mars, début avril. Et après, une fois que les vélages sont passés, la saison est lancée. Et là, on reprend notre système de un week-end sur 2 ou un week-end sur 3. Parce qu'on a une salariée tous les matins et qui a la capacité maintenant de nous remplacer le week-end. Et le reste de l'année, c'est beaucoup plus fluide. Et si tout marche bien, en fait, il n'y a pas une semaine de l'année où on est là 7 jours sur 7. Et on peut se le permettre que par ce système-là. Parce que c'est ultra facile de traire des vaches et d'ouvrir une barrière et d'ouvrir un fil et de les mettre dans un chemin. Elles vont dans un champ, elles mangent et c'est fini, quoi. Quand c'est bien organisé, c'est facile. Globalement, on est avec des astreintes vraiment limitées à autour de 30-35 heures semaine. Et voire beaucoup moins. Et en pic, non, ça monte pas très haut, quoi. C'est vallonné, c'est vraiment beau là, avec cette petite brume au loin sous le ciel bleu et la vallée, c'est pas mal. Ouais, non, franchement, c'est super chouette. Moi, j'adore l'endroit. On est entre les monts d'Arrée et les montagnes noires, donc moi, je trouve qu'on est idéalement placé, ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu des rémunérations de ce métier au sens large? Quand on fait une carrière d'éleveur, qu'est-ce qu'on peut espérer gagner? On en a parlé temps de travail, mais si on parle un peu argent? Ouais, l'argent, moi je trouve que c'est vachement important quand même, parce que au-delà d'être une passion, il faut que ça reste un métier. J'accueille quand même beaucoup d'écoles sur la ferme justement pour leur parler aussi d'argent, parce que je me rappelle de mes formations, moi, où j'ai fait des dizaines de visites et on n'a jamais parlé d'argent. Pourtant, on voyait que les fermes étaient éblouissantes parfois, mais... Donc moi je me suis installé avec un salaire correct pour démarrer, j'ai visité plein de fermes et ce que j'en ressors, c'est que les meilleurs aujourd'hui, alors c'est propre à chacun en fonction du volume et de comment on investit et tout ça, quoi. Mais on peut espérer aller avec des revenus à plus de 50 000 euros par personne par an, quoi. Alors c'est assez large, certains vont frôler le double. En moyenne, malheureusement, on est beaucoup plus bas, malgré ce que disent les articles. Là, je lisais un truc ce matin qui disait que la moyenne des agris, en lait, c'était 55 000. J'aimerais bien voir ça parce que j'en connais pas beaucoup. Mais on peut gagner 3-4 000 par mois en se débrouillant bien. Mais malheureusement, il y a beaucoup trop peu de personnes qui y arrivent. Souvent, on est trop gourmand en investissement, on est trop mauvais techniquement. Même moi, j'ai des marges de progrès énormes. Mais on a moyen. C'est des métiers qui peuvent allier économie et temps de travail plutôt satisfaisant. Ouais. J'ai essayé de calculer... combien de vaches il faudrait avoir mais pour vivre, c'est compliqué, mais il y en a avec 40, ils s'en sortent très bien. Je connais même un couple sur 50 vaches, ils s'en sortent vraiment très bien. Tout dépend de ce que chacun veut faire, quoi. Ah, ça c'est la salle de traite, hein. Si je ne m'abuse, je vois chaque poste là avec les tuyaux et puis les... comment ça s'appelle là, les griffes, ouais. C'est à quelle heure la traite le matin? En tout début de saison, février, mars, début avril, on a beaucoup de vélages, donc on vient là autour de 7h30, mais c'est vraiment le plus tôt de notre saison. Et en ce moment, après 8h, donc entre 8 et 9, quand bon nous semble en gros, quoi. Parlons de ta vie personnelle, en tout cas de l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Déjà, est-ce que tu trouves cet équilibre? A priori oui. Et de quelle manière? De quelle manière moi, j'adore mon métier. Quand je suis à la ferme, j'ai qu'une hâte, c'est de partir pour aller faire autre chose. Et quand je suis ailleurs faire autre chose, j'ai qu'une hâte, c'est de revenir traire des vaches. Tu fais quoi sur ton temps libre finalement? Alors, plein de choses. Je fais rien de temps en temps. Je suis un peu adepte de la sieste. Après, j'ai un fils qui a 3 ans, donc j'essaye de passer le maximum de temps avec lui. Je fais quand même beaucoup de sport. Et je fais un peu de musique. Je suis conseiller municipal aussi sur la commune. Bon, je trouve que c'est vachement intéressant que des agriculteurs représentent leur commune. Je suis bénévole aux Vieilles Charrues aussi, on livre le lait sur le camping depuis des années. Je vais aider les copains, j'aime bien visiter les fermes. Tu vois, cette année, j'ai été ramasser les échalotes chez un copain dans le Nord Finistère. J'ai un collègue qui me disait qu'il manquait de main-d'œuvre pour décharger des poussins un soir. Moi, je lui dis, t'inquiète, moi je viens là ce soir, juste pour voir comment ça se passe. Et par curiosité, et souvent en sortant de ça, je me dis, je suis quand même bien dans ma zone de confort de production laitière aussi. Donc plein de choses. Alors, je vais contourner la boue là parce que j'ai pas pris les bottes moi. Bottes et baskets, mais j'ai que des baskets. Ouais, alors la cour on l'avait empierrée. Après, le cœur de notre système c'est vraiment dans les champs, donc les chemins de vaches sont clairement plus propres que les chemins pour les humains ici. On a vraiment aménagé notre ferme pour les vaches et pas forcément pour les tracteurs parce qu'on n'en utilise vraiment pas beaucoup.
C'est ce qui rompt un peu le silence ici, parce qu'en fait on a de la campagne à perte de vue, hein. On voit aucune habitation là autour de l'exploitation. Non, alors moi j'adore où on est situé. Alors on est vraiment entouré, 3 des 4 côtés de la ferme est entouré par l'Aulne qui va se jeter dans l'Yerres. Enfin bref, on est entouré d'eau. Donc il y a quelques habitations au bout de village, mais c'est vraiment très calme. Et on est 2 fermes dans le village et on a vraiment séparé le foncier grâce à des échanges à l'époque. Et on échange encore aujourd'hui, donc chacun à son côté. Et c'est ça qui rend assez chouette, ouais. On peut avoir de bons moments de silence ici tout le long de l'année. Ouais. Et les vacances, t'en prends j'imagine, hein, ça coule de source. Ouais, alors j'en prends quand même pas mal. Souvent c'est des journées dans la semaine où je dis à mon père, bah tiens aujourd'hui je suis pas là, je vais voir un collègue ou je vais faire ci, ça. Après des vacances fixes, on en prend, je sais pas, au moins 1 mois dans l'année, quoi, largement. Il y a un hiver, j'étais parti quand même presque 2 mois en Nouvelle-Zélande. L'année d'après, j'étais parti 1 mois et demi en Asie. Mais je me suis dit, il faut que mon système, au départ de mon père, et il est déjà plus ou moins en croisière, je veux que mon système permette de faire de la monotraite, de ne pas être obligé d'avoir 150 vaches, que si ça marche avec 60, d'avoir le luxe d'avoir une ferme qui marche. Il faut que ma ferme elle puisse ne pas marcher correctement, que ce soit à cause de la météo ou à cause des vaches ou à cause de ma technique à moi. Mais il faut qu'elle soit quand même viable, même en tournant pas terrible, quoi. Et du coup, quand elle tourne bien et que tout est mis bout à bout, comme cette année, la météo était correcte, bon, là c'est super, quoi. Mais je me suis dit ça, il faut qu'au départ de mon père, ce soit calé en croisière sur un système facilement gérable seul, quoi. Au cas où. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut démarrer aujourd'hui dans ce métier pour faire comme toi, c'est-à-dire pour profiter de la vie, mais sans se faire dépasser non plus? Je pense que la base, c'est d'être curieux. Je rencontre beaucoup trop de monde qui sont « Ah, mais mon père fait comme ci, comme ça, moi je peux pas changer, c'est impossible ». Je leur dis bah, « Rien ne t'oblige à t'installer chez tes parents, dans un secteur qui est pas simple pour de l'agriculture, avec du foncier compliqué, avec une reprise compliquée. » Je leur ai dit déjà, soyez curieux, allez voir à l'étranger, il y a quand même des bonnes idées, mais en France aussi. Mais si vous avez le luxe de pouvoir bouger à l'étranger, allez voir un peu comment que ça se passe ailleurs. Et bouger, n'hésitez pas à aller frapper chez des gens pour dire bah tiens, chez toi ça a l'air cool, montre-moi comment tu fais. Ou à l'inverse, moi j'ai eu la chance aussi d'aller dans une ferme qui me plaisait pas en stage et ça m'a tout de suite arrêté sur le fait que, sorti de là, je voulais plus travailler avec des vaches laitières de cette manière-là, quoi. Donc que ce soit positif ou négatif, il y a du bon à prendre partout, quoi. Donc être curieux, hein, bouger, se renseigner, et pas hésiter à poser des questions qui paraissent bêtes parfois mais qui sont essentielles, ouais. Et le mot de la fin, la recette pour ne pas se laisser dépasser par du vivant, parce qu'on parle quand même de vivant. C'est un métier, une fois qu'on l'a pris en main, il est ultra bien. On est ultra complice avec nos animaux, on les chouchoute, on est là pour donner le meilleur. C'est pas un métier, comme je l'ai mis en place là, il n'est pas anxiogène du tout. Oui, c'est du vivant, oui, des fois on nous appelle, elles se sont barrées, mais bon, c'est pas très grave. On s'adapte, les agriculteurs ont l'habitude de s'adapter en gros. Dans ma tête, du moins, je fais toujours en sorte d'anticiper tout ce qui pourrait être un futur échec pour justement ne pas en avoir. Et ouais, c'est important. Merci Baptiste pour ce grand tour d'horizon du métier et de la vie privée. Merci à toi et j'espère qu'on se reverra prochainement. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire là maintenant de ta journée ? Là, je retourne à la maison parce qu'on est mercredi et mon fils n'a pas école, donc papy a peut-être hâte que je prenne le relais. Je reste avec lui jusqu'à demain. Je suis assez tranquille aujourd'hui. Bon, mais profite bien, bonne journée. Hein. Merci bien, à bientôt. À bientôt, ouais. C'était Bottes et Baskets, ma vie d'agri. À bientôt pour un nouvel épisode.